Salut tout le monde. Ça va? Est-ce que le son est assez fort? Toi là-bas? Ouais. Super. Bienvenue à ceux qui travaillent là et qui n'ont pas fait un long chemin pour venir. Et bienvenue aussi à ceux qui ne travaillent pas là et qui ont arpenté les rues chaudes de Nantes. Je suis ravi. La vidéo est OK? Tout est lancé? La technique? OK, super. Je suis ravi d'accueillir Maëva pour un nouveau CEO Talk. Comme d'hab, on le retrouvera sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir fait le déplacement depuis Paris. Tu es arrivé juste à temps. Comme quoi, la fiabilité de la SNCF, Florian, on peut toujours compter dessus. Format 1 heure. Alors, on a démarré un tout petit peu en retard, mais on va essayer de respecter l'horaire. C'est important. Et effectivement, l'enjeu pour nous aussi, c'est de comprendre et de te connaître un peu mieux. Tu as une petite partie de la communauté avec des entrepreneurs qui s'intéressent à ton parcours, etc. Donc, on va essayer d'explorer ça. On fera un peu de temps en temps d'aller-retour avec vous si vous avez des questions, histoire que cette interview ne m'appartienne pas plus qu'à vous. Voilà. Est-ce que tu veux te présenter déjà? Avec plaisir. Est-ce qu'on m'entend? C'est bon, je crois. Ouais. Ok. Déjà, merci de m'accueillir. Je suis ravie parce que effectivement, je viens de Paris, mais chez Helios, on a une partie des bureaux à Nantes. Alors pas beaucoup encore, mais on a une partie de l'équipe tech à Nantes, donc toujours sympa de passer. Donc moi, je suis Maëva Courtois. Je suis la cofondatrice d'Helios. Et Helios, c'est un nouveau modèle bancaire qui est dédié au financement de la transition écologique. En fait, on est parti du constat que les banques aujourd'hui utilisent l'argent qu'on leur confie quand on dépose notre argent sur un compte courant, un compte épargne, une assurance vie et tout type de produits financiers pour en faire des financements. Parfois on l'oublie. On se dit que quand on dépose son argent à la banque, ça part dans un coffre. Enfin, en tout cas, on réfléchit pas vraiment à la suite. Mais donc, la banque en fait des financements qui vont aller à des particuliers, à des entreprises, à des États. Et aujourd'hui, une part encore très significative de ces financements vont à des entreprises qui représentent un risque pour le climat. Il y a de nombreuses ONG qui ont fait des rapports justement pour dénoncer le fait que l'argent était utilisé pour financer les énergies fossiles, donc gaz, pétrole, charbon, alors même que les banques depuis 2016 s'étaient engagées à arrêter, enfin en tout cas à diminuer leurs investissements dans le fossile. 7 ans plus tard, 2023, 7 ans plus tard, on se rend compte que c'est pas le cas. Le désinvestissement n'est pas en route et on est plutôt sur une accélération des investissements dans le fossile. Donc si on veut imaginer se positionner sur une trajectoire 2 degrés dans les prochaines années, on peut pas imaginer qu'on puisse développer des nouvelles centrales à charbon, des nouveaux puits de pétrole aujourd'hui, parce que ce type d'industrie va durer au moins 30 à 50 ans. Donc quand on a découvert ça, moi je travaillais en finance de marché, j'ai travaillé sur la stratégie justement de finance durable d'un fonds d'investissement français et j'ai été frustré par le fait que la partie environnement reste quelque chose de très marketing et surtout un enjeu qui n'est pas du tout une priorité pour les banques et les fonds d'investissement. On a donc décidé avec mon associé Julia Menayas de lancer Helios en 2020. Avec pour objectif de permettre à tous les Français qui le souhaitent de ne plus investir dans des industries à risque pour le climat et la biodiversité et à contrario de pouvoir participer à leur échelle à financer la transition écologique. Donc on a lancé plusieurs produits. L'objectif est de pouvoir finalement remplacer votre banque du quotidien en ayant la certitude déjà que pas 1 euro n'ira dans ces industries climaticides et surtout que nous on s'engage de façon transparente à financer des projets qui accélèrent la transition. Aujourd'hui, on propose des comptes courants, des comptes joints, des comptes jeunes, des livrets d'épargne et on lance l'assurance vie en septembre. Et donc, petit à petit, on essaie de couvrir tous les besoins de la banque de détail et surtout de la banque pour particuliers, pour qu'on puisse tous, à terme, s'engager et faire bouger le secteur bancaire. Top. J'ai vu que
avais eu les honneurs de Challenge et les 100 startups dans lesquelles investir en 2023. Et je crois que j'y ai lu un truc qui m'a bien plu, que j'ai trouvé une bonne accroche, c'est plus facile de changer de banque que d'arrêter de manger de la viande. Parce que tu as une mesure de l'impact de ton compte courant. Tu peux nous en dire un peu plus sur peut-être en chiffres. Enfin, je crois que tu as des chiffres en tête là-dessus. En effet, en fait, le constat, il est simple, c'est que quand on parle de réchauffement climatique, souvent, on va vraiment pointer du doigt les individus. Regardez votre empreinte carbone, faites votre bilan carbone, et du coup, il faut que vous consommiez différemment. Il faut arrêter de manger de la viande, il faut arrêter d'utiliser les transports, il faut arrêter de prendre l'avion, ce qui est une réalité. Mais aujourd'hui, il faut surtout qu'il y ait des alternatives pour consommer différemment. On peut pas juste demander aux gens d'arrêter, typiquement, de prendre la voiture. Bon, à Paris, on n'a pas vraiment le souci, mais dans des régions où on n'a pas de voiture, soit on développe des transports en commun, soit on développe de la mobilité alternative. Et pour ça, il faut des financements. Il faut des financements pour que des entreprises développent des nouveaux procédés, des nouvelles technologies, et puissent ensuite les passer à l'échelle. Aujourd'hui, effectivement, ouvrir un compte bancaire, en tout cas chez nous, c'est moins de 10 minutes depuis l'application juste scannant sa pièce d'identité. Donc c'est quelque chose d'assez rapide et qui a finalement un effet de levier très fort. Aujourd'hui, on a en moins de 2 ans de vie, on a réussi à financer 6 millions d'euros dans des projets de la transition écologique, donc des projets très variés qui vont aller d'entreprises vraiment très R&D, type, j'ai un exemple en tête, Carbios, qui est une entreprise française qui fait du recyclage, qui permet de faire du recyclage plastique à l'infini, et ils ont développé en fait une nouvelle solution enzymatique qui révolutionne la partie le recyclage plastique, qui était quelque chose d'assez complexe jusqu'ici. Et on va aussi on va participer au financement de projets qui sont plutôt le financement en fait de là où il y a pas finalement de procédés innovants, c'est plutôt une mise à l'échelle, parce que par exemple, si je prends la mobilité douce, les solutions existent. Maintenant, il faut juste que ça passe à une échelle beaucoup plus grande, et donc il faut des financements pour faire grossir. On a financé la rénovation du métro de Marseille, qui permet d'agrandir en fait le métro de Marseille, et donc on l'espère dans les prochaines années baisser le trafic routier, parce que la ville de Marseille est est la ville la plus polluée en termes de CO2 et surtout d'émissions venant du diesel. Et en fait, en termes effectivement de chiffres, si on essaie de comparer, avoir des ordres de grandeur, si vous mettez 5 000 euros sur un compte bancaire dans une des grandes banques françaises, ça équivaut environ à 3 tonnes de CO2 émises annuellement. 3 tonnes de CO2 émises, si vous voulez ne pas les émettre dans votre vie courante, c'est comparable à arrêter de manger de la viande pendant 1 an, donc ne plus consommer de viande, et diviser par 2 sa consommation, ses trajets en voiture. Donc c'est extraordinaire pour finalement un geste qui est assez simple. En tout cas, je pense qu'on a une responsabilité côté banque, c'est de vraiment financer le monde de demain, et parfois la responsabilité sociétale que doit avoir la banque a été oubliée dans certaines institutions. Et est-ce que toutes les banques sont dans le même sac ? Alors, il y a des néobanques là qui évidemment s'emparent de ce sujet-là et de ces enjeux-là. Tu en fais partie. Nous, vu de notre fenêtre, on a l'impression qu'effectivement il y a des banques plus ou moins méchantes ou plus ou moins engagées. Toi, tu fais une différence entre ces grandes institutions financières un peu traditionnelles ou... Alors, il y a des chiffres. Donc là, il y a plusieurs rapports qui ont été réalisés par des ONG, par Oxfam, par Reclaim Finance, qui font annuellement en fait un rapport sur les investissements des banques, et du coup pour aussi pouvoir le comprendre en termes à notre échelle individuelle, ils ont créé une calculatrice d'empreinte carbone. Okay. Et donc oui, chaque banque n'a pas la même intensité de CO2 émise par euro investi. Dans l'ordre, en gros, Société Générale
et la PIR et BNP derrière. Et après, vous allez retrouver plutôt les banques coopératives qui, là, sont plus, en fait, sont moins internationales et donc vont moins financer des projets extérieurs, en tout cas internationaux, liés au pétrole, qui est quand même la partie la plus polluante. S'il y a quelqu'un qui est à la Société Générale et qui est en train de manger une salade au lardon, pas top. Ok, top, très bien. Et tu peux nous remettre quelques chiffres aussi. Alors, j'ai lu quelques dizaines de milliers de clients, un certain nombre de transactions, quelques millions de transactions. C'est quoi voilà, la réalité du quotidien Helios au travers de ses clients alors aujourd'hui, on a 17 000 clients, ce qui nous a permis donc de faire les 6 millions d'euros d'investissement. Okay. Et là, on a passé lundi, je crois, ce lundi, les 100 000 tonnes de CO2 évitées, justement, par rapport au fait de ne pas avoir mis son argent dans une banque traditionnelle. Donc, on prend le calcul de l'intensité carbone moyenne des banques françaises et on prend notre intensité carbone qui est 3 à 5 fois moins élevée qu'une banque française. Et donc, pour nous, c'est un gros succès. J'avoue que l'équipe est très fière d'avoir participé à ça. Et puis, on cherche. En fait, ce qui est intéressant, c'est que finalement, notre impact est vraiment lié à notre croissance. Donc, il y a vraiment aucune, le but tous les jours, c'est de réussir à convertir finalement le plus de personnes, de sensibiliser aussi à ce sujet le plus de personnes, pour qu'à terme, les banques internationales et françaises réalisent que c'est pas que le réchauffement climatique, c'est pas quelque chose qui touche moins de 5% de la population et donc qui ne nécessite pas des vraies stratégies climatiques dans leur vraie stratégie, dans leur stratégie phare, quoi. Et ça pose un peu la question de ton destin ou tes ambitions. Jusqu'où tu te vois aller? Parce que quelque part, on peut toujours penser dans une start-up, on parle de barrière à l'entrée. Finalement, une banque qui décide de changer de cap, même si c'est difficile, elle a les moyens de changer de cap assez fort, avec un impact assez élevé aussi sur ses propres investissements. Quelqu'un qui m'a posé une question au poil à gratter qui disait: est-ce que ton destin c'est de te faire racheter par une banque ou c'est autre chose? C'est quoi comment tu te projettes là sur un projet comme celui-là, comme le tien? Alors le destin, il est surtout de faire bouger les grandes lignes. Donc si demain toutes les banques deviennent des banques durables, c'est pour nous une réussite. Ça va au-delà de la boîte, quoi. Enfin, au-delà du projet. Exactement, parce que finalement, nous, notre vraie responsabilité, c'est à notre échelle, qu'on ait 17 000 clients, 3 millions de clients ou 60 millions de clients, on aura un impact élevé, c'est sûr, mais l'impact il devient important si tout le monde s'y met. Si on est tout seul à s'y mettre, c'est quelque chose qui reste quand même juste lié à Helios. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que toutes les banques prennent le pas et prennent le pli beaucoup plus rapidement que ce qu'ils font aujourd'hui. Donc le destin actuel, c'est surtout de grossir, de montrer au marché qu'il y a une réelle appétence, de commencer de pouvoir investir de plus en plus, de proposer de plus en plus de produits aussi pour élargir notre gamme. Et non, l'objectif n'est pas de se faire racheter, mais plutôt de grossir. On le voit sur d'autres banques en ligne qu'on connaît, type N26, Revolut, qui ont réussi à... je pense qu'on leur a toujours dit... il n'y a pas de barrière à l'entrée. Le jour où les banques décident de faire des banques en ligne, vous n'avez pas de barrière à l'entrée. Ce qu'on remarque, c'est que malgré le fait que, en plus, en termes de budget, c'est pas du tout les mêmes types de budgets dédiés par des banques traditionnelles que des acteurs comme des startups. Et il y a quand même un décalage énorme encore. Et puis il y a un décalage énorme, mais elles arrivent toujours à innover beaucoup plus. Et finalement, c'est dans la culture aussi de la startup, c'est innovation first et pas juste se mettre au niveau de ce qui existe chez le voisin. Ok. Il y en a qu'on fait le pas là vers une banque responsable, engagée, qui c'est bien. Chez Helios, trop bien, bravo. Et toi aussi, je voulais que je te voie. C'était moi aussi. Je suis Green Got.
Ok, cool. Et justement, si on revient à... Parce qu'en fait, tu es une start-up avec des enjeux de croissance, avec des enjeux... C'est un projet entrepreneurial à part entière. Comment t'as acquis là, tes 17 000 premiers clients? C'est quoi la clé de ces premiers succès? Qu'est-ce qui a permis de... C'est une question difficile. Pardon. C'est une question difficile parce que j'ai pas mal soit d'amis qui veulent se lancer, soit d'entrepreneurs qui me disent comment est-ce que, avant même d'être lancé, vous avez eu autant de visibilité, qu'est-ce qui a été la clé du succès? Honnêtement, j'ai pas vraiment de secret sauce. Moi, la seule chose que je retiens... en tout cas que je conseille j'ai trouvé qu'on avait bien fait, c'est que la vision qu'on avait avant de se lancer, elle était en fait, on a passé énormément de temps sur la vision, sur réfléchir pas à 1 an mais à 5 ans, et en fait à prendre tous les axes liés à notre impact pour pouvoir calquer, avoir une stratégie sur chacun de ces axes. Donc sur les investissements évidemment, mais aussi sur la participation des clients dans la création des produits, donc vraiment être customer centric, sur le fait d'avoir une réelle relation humaine, ce qui va manquer dans la banque en ligne. Généralement, on a des chatbots et il y a vraiment pas de relation. Donc comment est-ce qu'on peut imaginer se projeter faire des projets et développer des projets avec sa banque de prêts, etc., ou de prêts immobiliers, de prêts de manière générale, ou d'investissement, sans parler à un vrai conseiller. On a dès le départ décidé de vraiment d'investir dans des vrais conseillers, un conseiller dédié par client, et donc c'est sur tous ces aspects, et puis du coup évidemment bien d'autres. Ce qui me fait rire, tu n'as pas 15 000, 17 000 conseillers. ce qui me fait rire aujourd'hui, c'est que j'ai repris la plupart en fait des choses qu'on fait 3 ans plus tard, c'est quelque chose qu'on n'avait pas écrit 3 ans plus tôt, mais en tout cas on est toujours sur la même lignée et on rajoute des idées, mais en tout cas on n'a jamais dévié. Donc ça, je pense que c'était un point important. Ensuite, on a commencé en 2020. Au moment où donc on a démissionné, le temps d'arriver à nos 3 mois de préavis, le jour on va dire de la libération, c'est bon, on peut être à 300% sur Helios et commencer à bosser. Le lendemain, on apprend qu'on est confiné. Okay. Donc, bon, moi je me dis super, au moins focus, pas super, quoi. Mais au moins on est focus, quoi. Ça a été quand même plutôt quelque chose de alors pas de positif, c'est difficile de le dire comme ça là, mais de positif dans le sens où d'un coup il y a eu beaucoup d'événements en ligne, la présence aussi des utilisateurs, beaucoup de gens passaient du temps en ligne et donc on a eu la possibilité de toucher aussi beaucoup de monde rapidement. Il y a eu beaucoup de bouche à oreille en fait à l'époque. On est les premiers à avoir lancé le concept d'éco-banque, donc d'un coup ça a beaucoup parlé, c'était très neuf. Les gens se disaient ah bon, mais une banque ça pollue, et ah bon, on peut faire une banque écologique. Pour moi, c'est antinomique. Qu'est-ce que vous racontez? On a eu la chance d'avoir de la presse, parce que justement, c'était un sujet complètement nouveau. On chamboulait le secteur bancaire. La presse se demandait qu'est-ce qui se passe. La banque peut être verte. Vous devenez un bon client pour la presse, quoi. Pour le coup. Exactement. Et ensuite, on a fait... en fait, on s'est lancé en phase de préinscription pendant 8 mois. Préinscription pour le lancement. Et entre-temps, on est parti rapidement en levée de fonds pour pouvoir recruter les équipes. Donc, en fait, la première partie des équipes était à Nantes. Julia et moi, on était à Paris. On a embauché Julien et Andrei qui étaient à Nantes en dev. Et après, on a commencé à embaucher d'autres personnes. Mais du coup, on a fait notre première levée de fonds en pré-seed en septembre 2021, ce qui nous a permis d'avoir l'équipe, de développer le produit, d'avoir toute la partie agrément et réglementaire qui nous permettent de se lancer. Et puis on s'est lancé en février 2021. Donc là, gros succès, parce qu'on fait un événement en ligne keynote pour dire vous avez attendu pour les premiers en tout cas, vous avez attendu 8 mois. On s'est défoncé pour que ça sorte à l'heure. Et en fait, on était 1500 sur le Zoom. Okay. Enfin, c'était pas un Zoom, c'était sur YouTube. Et on était 1500 et d'ailleurs quand on a lancé, ce que j'avais dit, en fait, je voulais vraiment que le lancement se fasse
pas en phase un peu bêta, mais vraiment on fait un lancement et on fait un lancement et on tente le truc. Et en fait, on a eu tellement de monde d'un coup que qu'on n'avait pas, on n'avait jamais eu le cas du coup on avait des tokens, on a eu le token qui se rafraîchissait trop rapidement, donc les gens recevaient pas mettaient plus de 5 minutes à recevoir le chiffre pour valider leur email. Ça arrivait à la fin de la boucle et le chiffre n'était plus valide. Non, mais c'est pas possible, c'est nul. Finalement, t'as sorti une bêta, quoi. Non, pas du tout. Du coup, finalement, on a réglé le truc dans la foulée en moins de 10 minutes côté tech. Ils ont réglé le truc, mais en gros, c'était un peu la course. Tout le monde est resté jusqu'à 22h, 23h. On était complètement fous en faisant, on a onboardé première semaine 900 personnes, je crois. Donc, c'était un peu la folie. Trop bien. Super. Et aujourd'hui, là, sur les futurs canaux d'acquisition, parce que tu as encore un peu d'audience presse, on parlait de challenge, etc. Je pense que le sujet est un bon sujet pour les médias. En revanche, a priori, ça suffit pas non plus. Tu vois. Qu'est-ce que vous avez initié en acquisition, là, plus concrètement ? Alors, on a beaucoup d'organique. Le sujet, je pense, parle de lui-même. Donc, c'est quelque chose qui, en fait, les gens qui sont confrontés ensuite vont facilement en parler autour d'eux et du coup, ça éveille l'attention. Donc ça, vraiment phase organique, parrainage, recommandation de manière générale. Donc ça, c'est très positif parce que c'est très vertueux. Et après, on est classique. On fait du paid classique. Donc on a fait des campagnes Google, Facebook, TikTok, on fait des réseaux sociaux et on a tenté quelques campagnes. On a fait une campagne métro dans le métro de Paris en janvier. Donc ça c'était un peu opportuniste. On nous a fait une proposition. Ils nous ont dit bon, vous avez moins de 24 heures pour lancer pour nous proposer une affiche. Moins de 24 heures pour proposer une affiche qui va être vue par tout le monde dans le métro, c'est un peu stressant. Ça te met un peu de stress. Exactement, mais bon, l'équipe a été géniale. Et surtout que derrière, la plupart des wordings sont pas validés. Hein. Donc il faut trouver des taglines un peu à la volée en moins de 24 heures. C'était un peu dur. Et sinon, des canaux un peu. Après, on a fait des tests avec plutôt d'affiliation, donc. On se recommande entre boîtes et le fait d'avoir plusieurs produits, ça drive pas mal aussi l'acquisition. Ok, très bien. Comment on fait pour avoir parce qu'en fait tu as un métier de banque, tu as des enjeux de recrutement, en fait tu mélanges un peu quelque part la culture startup et la culture banque. C'est quoi les profils que vous recrutez? Mon conseiller, c'est quoi? Il a une formation bancaire. Comment vous garantissez que ces conseillers qui sont si importants là dans cette relation avec vos clients aient bien cette adhésion à la culture, à ces enjeux? C'est quoi vos clés là pour Alors aujourd'hui, on a recruté donc des conseillers bac plus 5, pas forcément formation bancaire. C'est pas nécessaire parce qu'en fait j'ai un head of operation qui gère la partie relation client qui lui va s'occuper de la relation client et de la partie conformité, donc vraiment bancaire, et là qui du coup forme et les gens sont intelligents pour monter en compétence sur les sujets et donc du coup aujourd'hui c'est plutôt ce type de profil. Donc on va plutôt chercher des profils aussi un peu aussi différents qui sont capables d'être dans l'empathie, surtout parce que c'est un travail qui est pas qui est quand même pas très simple. Toute la journée, c'est questions-réponses très très rapides. Faut être vachement dans l'empathie et ne pas prendre trop à cœur aussi parfois une ou deux personnes qui vont être un peu agressive ou déplacée, on va dire. Moi, typiquement, très mauvaise personne à relation client. J'ai abandonné au bout d'une semaine. Voilà. Mais je crois qu'on a perdu notre premier client comme ça. C'est pas, en fait, à cause de toi. Je crois que non, j'exagère, mais je me suis dit, ils ont vraiment beaucoup de patience parce que moi, je prenais trop à cœur. J'ai foiré le truc, je lâche le clavier. C'est ça. Je mettais plutôt en commentaire. Mais du coup, ça côté relation client. Après, on recrute à la tech évidemment parce qu'aujourd'hui, on a une application mobile, mais on a aussi
aussi une application web. On fait du Flutter. Donc, on a profité c'était assez neuf sur le marché. Maintenant, ça commence à bien se développer, le Flutter. Et en fait, ça permet de merger, en gros, iOS et Android. Et en plus de faire la version web. Donc, on est, je crois, une des premières boîtes à faire une version web vraiment prod, et surtout dans la banque. Ça on est les premiers. Mais donc, en tout cas, on est très satisfait par la vitesse d'exécution. Et après, on a des profils data, on a des profils évidemment plus RH, finance, admin, finance générale, et puis on a des profils marketing. Ok. C'est quoi? C'est 25 personnes? C'est quoi? On est 25, ouais. 25, ok. Trop bien. Est-ce que, histoire de me retourner vers vous, donc on a bien un peu voté, y a quelqu'un qui a une question? Morgane? Ouais. Donc comment vous sélectionnez vos investissements? Comment vous redirigez vos investissements En fait, on a fait pour sélectionner les investissements, on a créé notre propre méthodologie, mais l'objectif est d'avoir une méthodologie. Le problème des méthodologies, c'est qu'elles sont souvent trop complexes. Donc typiquement, dans les agences de notation ESG, donc sur les critères environnementaux, entre deux agences, la même boîte n'est pas du tout notée pareil. Okay. Elle peut être notée bien ou mal. Et derrière, c'est une boîte noire, donc c'est hyper difficile à challenger. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose déjà de très très concret et très clair pour un client B2C qui a pas le temps d'aller chercher exactement comment ça fonctionnait. On fonctionne en méthode d'entonnoir, entre guillemets. On prend tous les projets qui sont en recherche de financement, tentés, et en fait, on a une liste d'exclusion qui va prendre tous les secteurs qui sont connus pour représenter un risque pour le climat. Donc, on a les énergies fossiles, mais on a aussi les pesticides chimiques, l'élevage intensif, des activités liées à la déforestation, par exemple. Ça, toute entreprise et tout projet qui a une partie de son chiffre d'affaires dans un de ces secteurs sort de notre possibilité d'investissement. Ce qui est pas le cas, en fait. J'insiste un peu là-dessus parce que ce qui est pas le cas, en fait, des listes d'exclusion généralement. Quand on parle de liste d'exclusion, la plupart des banques disent j'ai exclu ce secteur-là, mais c'est à partir de plus de 20 ou 30% du chiffre d'affaires. Donc en fait, souvent c'est pas plus de 20 ou 30% du chiffre d'affaires. Ensuite, du coup, il reste tout le reste des entreprises. Et là, on a sélectionné une liste de secteurs clés à transformer, et ça basé sur les recommandations scientifiques. Quels secteurs doivent être transformés dans les prochaines années et nécessitent du coup d'avoir des financements pour pouvoir se développer. Et là, on va retrouver les énergies renouvelables, l'agriculture durable, la mobilité bas carbone, la rénovation thermique des bâtiments, les activités liées à la reforestation ou en tout cas à la rénovation de certains terrains, tout ce qui est lié aussi au recyclage plastique. Et donc là, on va sélectionner des projets qui sont 100%, enfin en tout cas dont leur activité principale est liée à ce secteur-là. Et donc là, déjà, il en reste un peu moins. Et après, on fait des analyses qualitatives à ce niveau-là pour essayer de trouver... Donc ça, c'est vous qui les menez? C'est nous qui les menons en interne. Et on a ensuite on est société à mission. Okay. Du coup, en tant que société à mission, on a un comité de mission. Là, on est en train de le renouveler cette année, mais les 2 années précédentes, il était composé de Alexandre Poidas, qui est chez Oxfam, justement, et qui s'occupe de la partie finance chez Oxfam, de Lucie Pinson, qui est chez Reclaim Finance, qui est l'ONG, justement, phare pour les rapports bancaires et climat. On avait aussi Thibaut Giraldi qui est chez 2 Degrees Investing. Donc c'est pareil, une société qui aide les fonds à se transformer pour être en dessous de 2 degrés d'augmentation des températures. Okay. Et donc avec ce comité, on se réunit de manière trimestrielle et on va challenger aussi nos propositions. Voilà comment on fonctionne. Très clair. Est-ce qu'il y a une autre question? Vas-y. Ouais. Alors du coup, comme nous, on est sur des comptes liquides, donc comptes courants, livrets d'épargne, on fait des investissements en obligations. Donc un investissement obligataire en sélectionnant en fait des projets qui sont en début d'émission d'obligations.
pour pas participer à la liquidité, mais vraiment être au départ du financement. Vas-y au fond, hein, Olivier. Non, c'est 100 000, mais 100 000 tonnes. Oh, wow. 100 000, d'accord. C'est plus que ça. Non, c'est pas des certifications CO2. On n'est pas pour la compensation carbone et pour les rachats de crédits carbone. C'est quelque chose qu'on avait beaucoup. C'est pour ça que je dis qu'en fait, au début, on a vraiment beaucoup réfléchi à tout ce qu'on pensait être bien et moins bien pour vraiment prendre position sur tous ces aspects. Et je suis contente en fait de voir que 3 ans plus tard, on est toujours raccord. Ça ne veut pas dire qu'on se re-challenge pas non plus, mais en tout cas sur la compensation carbone et le rachat de crédit carbone, en fait, on a vu qu'il y avait énormément de limites que ce marché. Moi, ça me parlait beaucoup parce que je suis ingénieur en maths. Je me disais, c'est super, c'est régulé, il y a un prix, le marché se régule, etc. En fait, la réalité, c'est que la plupart des entreprises rachètent des crédits carbone qui ne sont pas sur le marché européen. Donc, quand on dit que le crédit carbone va aller à 100 euros la tonne, en fait, on peut quand même en racheter ailleurs qui n'est pas du tout à 100 euros la tonne. Typiquement, EasyJet, en tout cas, les rachetait avant beaucoup moins cher en Afrique. Et donc, finalement, aujourd'hui, le système est pas fiable et surtout à notre niveau, notre objectif de banque, c'est pas de compenser parce que en fait, c'est vraiment de participer avec nos moyens et c'est ça qu'on veut faire passer comme message parce que le risque dans la banque, c'est qu'il y ait beaucoup de bruit sur l'impact qu'on peut avoir. Donc, pendant longtemps, on a parlé de RSE. On a une stratégie RSE. Maintenant, on a des gobelets en carton. On a enlevé les gobelets en plastique. Bon, là, c'était plutôt les années 2015 jusqu'à 2020. Après, ils ont compris que ça passait plus trop le message. Et ensuite, aujourd'hui, on va parler. Beaucoup de banques vont parler de j'aide le consommateur à calculer son empreinte carbone. C'est super. C'est quelque chose qui permet d'avoir une information complémentaire. Mais ça n'est pas c'est pas comme ça que la banque va permettre de dépolluer son activité. Ça aide juste le consommateur à consommer mieux et c'est top. Et on peut rajouter des features de cette façon-là, mais c'est vraiment, pour nous, on essaie vraiment de rappeler que l'objectif de la banque et en tout cas son cœur d'activité et son cœur du coup de pollution ou d'impact, c'est ses investissements et ramener toujours ce sujet-là. Et donc les 100 000 tonnes, c'est lié aux investissements et au fait que les clients ont sorti leur argent aussi des banques qui investissaient d'habitude dans le fossile. Anthony. Sur les investissements ? Sur la part de risque, en fait, il n'y a pas de part de risque, donc en fait, on n'en parle pas. Ouais. Et en fait, le client, on veut pas aussi commencer à perdre les clients en disant quoi, on investit mon argent. Non, on n'investit pas l'argent plus qu'une autre banque ne le fait. Donc il n'y a pas de part de risque. On a la garantie nationale des dépôts jusqu'à 100 000 euros. Ensuite, le secteur bancaire est ultra régulé. Donc en termes d'investissement, on a des règles claires aussi sur ce qu'on peut financer et du coup le risque qu'on peut prendre. Donc pas de risque. Et par contre sur les investissements réalisés, comment on les communique. En fait, on les communique directement dans l'appli et maintenant d'ailleurs sur le site aussi. Et l'objectif, c'est de faire une fiche avec l'impact que le projet a. Donc, quand il y a le reporting suffisamment détaillé aussi associé. Et ensuite, on fait un suivi quand on a des nouvelles des projets. Donc là, je pense qu'on avait fait
on avait fait en tout cas, on avait parlé d'un des premiers projets qu'on avait financé, qui est une centrale solaire en Nouvelle-Calédonie, qui est portée par Akio. Et en fait, quand on l'a financé, c'était rien. Les photos ils avaient fait des photos 3D pour montrer à quoi ça pourrait ressembler, mais en fait, c'était un champ en Nouvelle-Calédonie. Et 1 an et demi plus tard, on a reçu les photos. Bah voilà, maintenant la centrale solaire est là. Donc on avait envoyé au client, voilà la centrale solaire. Et là, on va sortir justement l'avancée de Carbios, puisqu'on est allé les rencontrer. Ils sont à Clermont-Ferrand. Du coup, on est allé voir dans leurs usines un peu les avancées, les nouveaux produits qu'ils sont en train de lancer, et puis un peu avoir plus de compréhension aussi pour l'utilisateur. C'est ah oui, d'accord. En fait, parce que quand je parle d'enzymes, c'est toujours très procédé enzymatique. Tout le monde s'y perd, même en interne, on a essayé de comprendre, mais bon. Et là, du coup, il y a vraiment l'explication. On a fait une petite vidéo. On essaie d'être ça prend du temps, hein, mais du coup, on essaie d'aller les rencontrer et de te donner aussi des nouvelles du projet dès qu'on a les reportings et les suivis de projet, les nouvelles avancées. Top. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. Ça sent la discussion prospect, là. Alors, quand on a commencé, les taux d'intérêt étaient négatifs. Du coup, il n'y avait pas vraiment de sujet. Et donc, en fait, là, les taux d'intérêt sont repositifs depuis 1 an. Et en fait, au début, on proposait que des comptes courants. Donc, il n'y a pas eu de sujet enfin, il n'y a pas de taux d'intérêt lié au compte courant. Par contre, on a toujours eu en tête que l'impact ne peut pas avoir une rentabilité plus faible. Enfin, en tout cas, ça doit pas être ça peut être plus faible, mais jusqu'ici, en tout cas, depuis à peu près 4-5 ans, les stats montrent que les fonds à impact et les fonds qui ont des considérations ESG performent et ont mieux performé que des fonds classiques, enfin les indices classiques. Donc l'objectif, c'est pas de dire aux clients ah bah venez ouvrir une assurance vie chez Helios et c'est un sacrifice financier, mais c'est plutôt le contraire. Et là, je pense qu'on peut toucher plus de monde. Et en fait peut-être une des limites des produits éco-responsables d'il y a 10-15 ans, c'était je fais un sacrifice, soit sur mon expérience utilisateur, c'est pas au niveau par rapport à ce que je peux retrouver chez les autres acteurs, ou soit il y a un coût plus élevé ou du coup un intérêt moins élevé. Donc on s'est calé sur déjà expérience utilisateur au niveau des néobanques, en tout cas développer rapidement des nouveaux produits, rapidement des nouvelles fonctionnalités et être à la pointe de l'expérience utilisateur. Et en termes de prix, on est dans les prix du marché. On est à 6 € par mois sur les comptes courants et 3 € pour les comptes jeunes. Et du coup 6 € pour les comptes joints, 3 pour chacun des conjoints, quoi. Et donc ça c'est un petit peu moins cher qu'une banque traditionnelle et plus cher qu'une banque en ligne, parce que depuis 10 ans ils sont passés sur du tout gratuit pour faire de l'acquisition rapide. Après pour avoir un modèle sain, c'est important aussi de rappeler à l'utilisateur que en fait pour un compte, ça nécessite énormément d'infrastructures techniques, réglementaires, de gens, et donc en fait évidemment que ça a un coût, quoi. Et oui, et que ça a une valeur. Qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Exactement. Et pour du coup l'assurance vie aujourd'hui, en tout cas sur son historique, elle performe bien, et l'objectif est justement plutôt de se dire je suis en train d'investir dans le futur, et en fait on performera toujours mieux à investir dans le futur que d'investir dans le passé. Par contre, il faut se laisser un peu de temps. Aujourd'hui, le pétrole, il va mieux performer que des actifs, que des belles boîtes à impact sur 6 mois, 1 an. Donc, si ton objectif c'est de faire de l'argent sur 1 an, c'est pas le bon produit. Par contre, si c'est de l'investissement, donc assurance vie, enfin même sur les marchés, un investissement c'est 8-10 ans, et à partir de 8-10 ans tu performes vraiment bien, parce que t'as pas les fluctuations de marché, etc. Et en fait les fonds impact, en tout cas engagés, performent mieux, et je pense qu'ils performeront encore mieux dans 10 ans.
parce que c'est la suite de l'histoire. Et c'est quoi les freins? J'arrive tout de suite. Juste pour rebondir sur le truc, qu'est-ce qui t'empêche de signer plus de clients aujourd'hui? C'est quoi les limites? Est-ce que tu as des postures clients? Est-ce que c'est un problème d'offres, enfin, de compétition avec les autres? C'est quoi les trucs que tu as encore à craquer pour accélérer? Je pense que c'est... alors déjà, on est très content. On a une belle traction, on a une belle croissance et là-dessus, nous, on est très, justement, même au-dessus de ce qu'on avait en tête en termes de traction, donc c'est très satisfaisant. Par contre, je pense que les limites, elles sont plutôt sur de la notoriété. Faire parler d'un sujet qui est jusqu'ici inconnu et qui devient de plus en plus connu. Nous, vraiment, quand on parlait de banque et climat, les gens répondaient en commentaire une banque bio, mais c'est quoi? C'est une blague, voilà. Et puis du coup un peu écolo-sceptiques aussi qui disaient c'est bon, maintenant on va nous tanner avec une banque bio. C'est quoi la suite? Donc en fait, il y a vraiment aussi un sujet de découvrir et du coup de faire parler, donc là pas uniquement d'Helios, mais en fait de faire parler du sujet banque climat, banque l'impact négatif que ça peut avoir, revenir au rôle sociétal de la banque et ça se fait par le secteur, par nous évidemment, mais par le secteur de manière générale et le fait d'être sur le marché, on est avec Green Got, Only One, il y a la Nef qui est là depuis 30 ans, il y a Crédit Coopératif et le fait que on soit nombreux aussi à parler de ce sujet-là, c'est quelque chose de positif pour nous tous. Et tu as encore ce discours de comme c'est responsable et engagé, c'est moins bien ou... Pas vraiment, j'avoue. Non, on a passé un cap là-dessus. Là. A priori, a priori, oui. Non, ça va être plutôt... nous, la plupart de nos clients ne viennent pas de banque en ligne ou de néobanque. Ok. Donc, il y a aussi ce switch. Ils disent, marrant, je peux tout. Mais d'ailleurs, ils ont une super surprise quand ils ouvrent le compte après. Mais j'ai les notifications de paiement en temps réel. J'ai jamais eu ça. D'habitude, j'attendais 2 jours. Je peux ajouter un bénéficiaire. Je peux bloquer ma carte. Enfin, des choses comme ça. Et du coup, c'est plutôt quelque chose de positif. Mais au début, il y a un peu déjà une flemme, beaucoup de flemme. Les gens disent attendez, va falloir que je fasse beaucoup d'administratifs. Ça, et en fait, il y a une fausse image qui est restée aussi des premiers comptes à cause des anciens. Quoi. Oui, à l'époque où c'était pas numérisé, où on va à la banque, on dépose le tas de papiers et là on arrive à ouvrir un compte. C'est vrai que maintenant c'est quand même vachement bien fait. Quand je dis 10 minutes, c'est vraiment aujourd'hui 10 minutes et tu scannes ta pièce d'identité, tu prends une vidéo de toi et on valide que c'est toi et puis tu rentres les quelques infos dont on a besoin qui sont nom, prénom. C'est quelque chose d'assez rapide. Donc il y a cette barrière mentale des fois qui est gros sujet administratif, je vais le faire, mais tranquille. Ok. Alexandre, pardon. À Call of Repro, c'est pas prévu dans la roadmap à moyen terme. Là, on se concentre vraiment sur les particuliers. C'est 2 marchés quand même très différents. Et en termes de produits, tu peux pas calquer juste ton produit B2C et dire maintenant c'est bon, je fais juste une ouverture de compte B2B pour avoir un produit concurrentiel face à des Conto ou Shine. Faut quand même développer les fonctionnalités qui permettent d'être intéressants pour eux. Et en fait, aujourd'hui ça nécessiterait limite d'avoir une deuxième structure, je pense. Donc là, on est vraiment focus particulier, mais on a beaucoup de demandes sur le pro. Par contre, là, notre objectif, c'est plutôt investissement. Et on va, mais je crois qu'on l'annonce aujourd'hui, donc en fait j'ai même plus besoin de faire du faux teasing. On va lancer aussi un nouveau produit à la fin du mois, là qui est assez différent parce qu'en fait on va proposer d'utiliser ta carte Helios comme une carte de fidélité éthique. Donc là on est en train de créer le plus grand réseau de commerçants durables et de proximité. Et l'objectif, c'est de proposer aux clients des offres avec un prix réduit
Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte, je le disais tout à l'heure, hein, mais du coup, tout ce qui est éco-responsable, souvent, c'est un peu plus cher. Donc, on a envie d'y aller, mais c'est un peu plus cher. Donc là, on proposera sur chacun de nos partenaires, à chaque paiement, une réduction à chaque achat. Et surtout, ce que notre communauté nous a remonté, c'est, moi, j'aimerais consommer différemment, mais je sais pas où trouver les enseignes. Je connais pas en fait tant d'alternatives. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de réunir toutes ces. Il y a beaucoup de belles boîtes, il y a beaucoup de beaux projets qui sont engagés, de les réunir sur les thématiques finalement qu'on investit. Hein. Là, qu'on avait de nos investissements, donc sur la mobilité, sur l'alimentaire, sur du coup j'ai pas dit, sur les vêtements évidemment. Et du coup là, on a réuni, on va avoir une centaine pour commencer de commerçants et du coup identifier. Ça permet aux clients de se dire c'est bon, j'ai ces alternatives parce que quand je vais acheter des habits, en fait, j'ai pas forcément beaucoup d'idées de marques éco-responsables. Et parfois, ce qu'on nous a remonté, c'est j'ai des marques en tête éco-responsables, mais je suis pas sûr qu'en fait elles le soient vraiment et qu'il n'y ait pas une grosse part de greenwashing. Donc en fait, on fait ce travail aussi de sélectionner. On a une charte éthique qui permet d'estampiller et de valider aussi chaque commerçant pour pouvoir rentrer dans notre programme et donc les soumettre aux clients pour qu'ils aient des offres exceptionnelles dessus. Voilà. Top. Donc ça sort fin du mois et ça va dans dans la suite en fait de notre vision. La vision, c'est comment est-ce que je finance le monde de demain. Je le finance par l'argent évidemment, donc de la banque. Je le finance également par la consommation. Et la consommation, c'est aiguiller nos clients qui ont envie d'aller plus loin vers les bonnes enseignes, pas forcées, mais en tout cas avec en plus le fait d'avoir cette petite ristourne qui permet en plus de avec l'inflation. Canon. Très bien. Et la deuxième question, c'était sur l'indépendance. Donc on est indépendant, on est Julia et moi en tant que à détenir la boîte et on a fait des levées de fonds avec des VC et des particuliers qui détiennent une partie de la boîte, mais donc on est majoritaire. Et après en termes d'infrastructure, on travaille avec Solaris Bank qui est un acteur technologique qui permet de propulser des services de paiement, donc côté API, côté tech, et qui a la spécificité d'avoir sa licence bancaire. Donc en fait, on loue leur licence bancaire et on loue une partie de la techno pour gérer toute l'infrastructure de paiement et de virement, etc. Ok, canon, très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Pas obligé. Moi, j'avais une question sur... vous êtes deux, là, donc avec Julia, c'est ça? Comment vous répartissiez les rôles? Comment vous avez trouvé vos équilibres? En fait, l'association en start-up, c'est toujours un sujet... ça fait toujours partie des questions un peu clés. Ça s'est fait assez naturellement. Moi, je suis ingénieur. Julia a fait une école de commerce, donc on est allé un peu sur les sujets qu'on connaissait le mieux. Donc, je me suis vraiment plus occupée du modèle. Elle s'est beaucoup plus occupée des partenariats. Et puis, petit à petit, en fait, on a toutes les deux tout gérer, parce que évidemment au début tu mets les mains dans le cambouis sur tout, ce qui du coup permet après de dire à tout le monde moi je le faisais en une demi-journée, donc quand tu me dis 2 jours je sais que c'est pas vrai, comme toi sur le service client. Exactement, je l'ai paumé en une minute. Exactement. Tu peux faire mieux. Et on a pas mal tourné sur les postes, mais en fait ça s'est fait assez naturellement. Moi au départ j'ai pris beaucoup plus le produit, la tech, la partie investissement et du coup tout ce qui est mesure d'impact. Et Julia a pris partenariat, l'équipe marketing, et elle s'occupe aussi des relations investisseurs. Et après, sur les événements, on essaie de switcher. Okay. Et on parle assez souvent là. Tu as parlé de la vision. J'imagine que vous avez aussi pas mal travaillé le levier des valeurs. Comment vous les avez formulées, ça, ou elles s'intègrent assez naturellement dans la vision, parce que quelque part vous avez une vision très forte qui embarque
pas mal de valeurs? Vous avez... Alors au début, je trouvais l'exercice ultra bullshit, j'avoue. Ouais. Donc Okay. j'ai dit, j'étais plutôt sur un gros non pendant longtemps. Okay. Mais l'année dernière, on a recruté pas mal de monde. Et là, je me suis rendu compte que plutôt pour les recrutements, en fait, maintenant que c'est plus... avant, de toute façon, Julia et moi, on gérait tous les recrutements. Donc, les valeurs, elles se sont mises un peu de fait. Enfin, on prenait des gens qui remplissaient des valeurs qu'on n'avait pas mis sur papier, mais je pense qui étaient implicites. Et maintenant que c'est plus nous qui gérons tous les recrutements, on s'est rendu compte que quand même, c'était pas mal si dans les projets, dans les process et dans la façon de communiquer, on avait une base commune. On m'a proposé de le faire parce qu'on a Make Sense, je ne sais pas si vous voyez l'incubateur Impact comme investisseur, et du coup qui nous a accompagnés sur l'atelier de valeur le mois dernier. Ok. Avec les équipes. Avec les équipes. Ouais. Donc c'était quelque chose moi qui me faisait un peu peur. Donc c'est vraiment récent là. Ouais, c'est assez récent. Et ce qui m'a fait rire, c'est que ils ont sorti les valeurs. J'ai pas triché, du coup, je me suis dit, faut pas trop parler. Et c'est exactement, pour moi, c'est exactement ce que j'aurais écrit tout seul. Donc, je me suis dit, bah, c'est super. Ils sont géniaux. Maintenant, on les met, on essaie, c'est assez difficile, je pense, comme exercice. Maintenant, ils sont posés. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est la next step. Donc là, on est en train de faire des cas pour les recrutements, des cas pour des gestions de projet. Comment tu te comportes dans certaines situations aussi. Et c'est plutôt pour mettre un cadre de, typiquement, on a une valeur, alors je sais pas tout en tête, parce qu'en plus ils ont fait des jeux de mots, mais une valeur, je crois qu'ils ont appelé jamais rassasié, qui dit que on aime apprendre, on aime développer des nouvelles compétences et on est capable d'aller chercher et en fait être curieux aussi dans son métier pour se développer, pour développer ses compétences. Et bah typiquement quelqu'un qui va directement dire, je prends un exemple, mais quelqu'un à qui on propose un projet et qui va répondre directement, oh bah non, je sais pas comment faire, donc je pense que c'est pas possible. A priori, t'es pas dans les valeurs. Voilà, et donc c'est aussi une bonne façon de remettre un peu le cadre. Peut-être que c'est pas possible, hein, mais peut-être la première façon de réagir est plutôt, je vais regarder, je vais me renseigner. Je pense qu'il y a toujours une solution. Et après, par contre, je te proposerai peut-être des solutions qui ne fitent pas exactement avec la cathédrale que tu avais imaginée, mais on va trouver quelque chose qui peut rouler. Bon, voilà. Et ça, vous le détaillez? Vous êtes en train de le documenter? On est en train de faire des cas, plutôt des exemples et sur différents axes. Et puis je verrai, je pourrais te dire dans 6 mois si si ça marche. Et ça y est, toi, tu es à peu près convaincu là? J'aime bien les valeurs, je les trouve très bien. Je me suis dit qu'ils avaient... Trop cool. Et vous bossez sur quoi? C'est quoi vos outils un peu clés là dans votre structuration, votre organisation? On utilise Notion. Ouais. Pour la partie vraiment Drive, plutôt justement je l'ai appelé documentation, le wiki Helios, mais en gros pour toute la partie documentation. Depuis le début, pour moi, j'avais bossé dans une banque d'investissement et je faisais des algos de trading. Et quand je suis arrivé, la personne qui était là avant moi a fait un arrêt maladie, est partie, donc je suis arrivé, personne connaissait le projet et on m'a juste dit bon courage, tu reprends ça. Il y avait aucune doc, il y avait rien. Donc pendant mon temps chez eux, je me suis toujours dit il faut tout que je documente. C'est-à-dire que n'importe qui, si je pars en vacances déjà, n'importe qui peut reprendre ce que je fais et régler le problème. Et le jour où je pars, je suis pas en stress aussi de partir parce que j'ai rien documenté et que du coup le poste ne peut pas être repris. Et de la même façon, quand on a monté Helios, j'ai dit je veux que tout soit documenté. Donc au début je l'ai beaucoup fait pour que quand on onboard aussi des nouvelles personnes, facilement tu puisses retrouver pourquoi on a fait ça, les specs, surtout les specs produits ou les specs marketing. Si une opération qu'on a faite, est-ce qu'elle a marché, est-ce qu'elle a pas marché, pour que si on se repose la question dans 1 an, tiens, on veut faire une campagne métro, et ça a marché ou ça n'a pas marché? Je sais pas, on avait oublié de documenter si ça a marché ou pas marché. J'exagère, mais avoir vraiment donc ça, on utilise Notion, et après on a Drive, mais là plutôt juste pour stocker, mais c'est plutôt la partie images, etc. Et Slack, qui a été hyper difficile à prendre en main au début. Un stack classique, quoi. Exactement. Je pense qu'on n'a pas du tout été très innovant là-dessus. Ok, cool. Il est à peu près l'heure. Toi, si tu devais refaire les choses, a priori, là, tu dis que globalement, vous avez suffisamment bien bossé en amont pour que
pour que la vision soit un peu à peu près claire et toujours conforme. Il y a des trucs que tu referais différemment, il y a des trucs que tu changerais. Je sais pas, parce que tu aurais voulu aller plus vite, parce que tu aurais voulu aller différemment ou... Alors je vais répondre un peu du tac au tac. Ouais, tu peux biaiser ma question. Non, mais j'essaie de réfléchir. En fait, peut-être que sur les recrutements, je ferais différemment. Mais en même temps, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit que ma première équipe qui après a grandi, était, je pense, la bonne, parce que c'était plutôt des gens couteaux suisses qui avaient envie de toucher à tout, qui avaient vraiment envie de faire grossir la boîte, et donc qui n'étaient pas en stress quand tu les sors un peu de leur périmètre. Là où quand tu commences à prendre des gens spécialisés, c'est toujours plus compliqué. Sauf qu'après, tu grossis, et là, c'est plus difficile. Soit tu arrives à les remettre sur dans une fonction précise, quoi. En tout cas, on n'est pas spécialisé. Enfin, on est une start-up, et moi, mon objectif, comme je disais, le jamais rassasié. Bon, l'objectif est quand même de pouvoir bouger et tout. Après, ça plaît pas à tout le monde, mais faut quand même un peu plus se cadrer. Typiquement, moi, la personne que j'avais au produit au début, elle faisait l'UX, l'UI, la découverte utilisateur, la data et le produit avec la tech. Donc, à un moment, on avait fait le point au bout de 6 mois. J'ai dit, je crois que tu as trop de choses. C'est probable. C'est trop. Là, mais donc, j'ai bien aimé. Mais après, je pense que la phase 2 de la boîte, même phase 3, donc phase 1, on est Julia et moi, phase 2, on est une dizaine de personnes, et phase 3, on passe à 25. Je trouve que c'est quand même, on peut se reposer sur plus de monde. Donc j'ai pris vraiment des chefs de pôle, j'ai créé des chefs d'équipe qui sont honneurs de leur projet, de leur scope, et ça avait été très dur pour nous au début. On se sentait, je pense en plus en premier entrepreneur, on se dit mais waouh, la charge elle est énorme, et puis en fait on doit penser à tout, on est stressé sur tout nous revient, de toute façon tout est notre responsabilité, ce qui n'a pas beaucoup changé, mais là je peux quand même un petit peu plus me reposer sur des chefs d'équipe qui après vont redécouper les tâches pour leurs équipes à eux, mais ça permet de prendre un peu plus de hauteur là où on était vachement le nez dans le guidon quand on était une dizaine. Ok, très bien. Et c'est la question fourre-tout, mais si tu avais un conseil à donner, une punchline, croire en ton rêve, tu vois, genre un truc pour conclure. Ou sauver le monde, quoi, tu vois. Ça peut être... Sauver le monde. Non, je pense qu'il faut. Moi, si c'est une punchline pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou. Une punchline pour réussir. Non, mais c'est quoi ton conseil, ton truc qui te dit. Faut aimer ta boîte. C'est marrant parce que quand on a. Avec Julien, on a toujours voulu lancer une boîte. Okay. Mais c'était plutôt... on s'est rencontrés en école, après on est allé bosser, et on adorait parler. En fait, on savait qu'on ne le ferait pas. Enfin, c'est pas qu'on le ferait pas, mais à chaque fois qu'on parlait de nouveaux projets, on savait que... On en parlait un week-end, et puis le lundi, on disait c'était pas une bonne idée. Tu l'as oublié. Voilà. Et en fait, le moment où on parle d'Helios, on commence à se dire, ah non, mais attends, mais c'est... Là, c'est... En fait, genre, il y a tellement de choses, on s'ennuiera jamais. On a peut-être vu même, on s'est dit, ah mais oui, une banque, créons une banque, comme ça on s'ennuiera jamais. En plus, sur le sujet environnemental, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Mais on en avait beaucoup parlé on sait qu'on s'ennuie vite, on sait qu'on aime bien apprendre, et donc de créer une boîte qui fait des logiciels. On connaissait quelqu'un qui faisait ça, des logiciels de comptabilité. Typiquement, au bout d'un moment, on sait que il faut tellement de passion pour mettre autant d'énergie que moi, mon conseil, c'est juste, il faut pas juste avoir envie d'être entrepreneur, faut être amoureux de son projet. Puis il faut être amoureux du projet, et puis se dire que tu peux y passer 30 ans. Donc, est-ce que tu te vois 30 ans sur, j'ai une copine qui... Sur la compta? Mais potentiellement oui, mais c'est juste que mon expert comptable est là. Ah oui, mais il faut aimer, quoi. Moi non, tu vois, mais il y a une copine qui s'est lancée dans une boîte de shampoing, et elle me dit au bout de 4 ans, mais j'en peux plus de parler de shampoing tout le temps, mais je comprends. Mais peut-être que ça te tu me dis ça à moi, non, oui, c'est vrai. Qu'on en parle. Oui, bon, voilà. C'est vrai que ça. Voilà, et du coup, moi j'ai tenu 4 jours, hein, tu vois. T'as tenu 4 jours.
Voilà, mon seul conseil, c'est d'être passionné. Ok, trop bien. Eh ben, merci infiniment, Maëva, pour ce temps. Plaisir. Merci à vous. Et merci à vous d'être venus. Pour ceux qui sont curieux, j'ai oublié la date, mais il y a... Pardon ? 23 juin, mon souffleur me confirme le 23 juin. Il y a Dimitri Farber Garcia Caminetti, qui est le fondateur de Tiller System, qui vient pour un CEO Talk canon. Peut-être un peu moins engagé, mais canon aussi. Bravo, Super. Maëva. Merci. Ciao. Au revoir.